Bonjour tout le monde, je suis contente que vous soyez là. Mon nom est Virginia Brastaviciano et je suis thérapeute en relations d'aide. J'aide les personnes qui ont des problèmes émotionnels. Je fais du soutien émotionnel. Et quand on dit des émotions, ça peut toucher toutes les problématiques. Tout ce qui est détresse, des émotions suite à des maladies mentales, suite à toutes sortes d'événements et tout. Et donc, je fais du soutien. Mais aujourd'hui, on est ici pour parler de la prévention du suicide, des troubles de santé mentale, tout ce qui est problématique toxicomanie. Et je m'adresse beaucoup aux parents parce que c'est important qu'on prévienne ça dès jeune âge. C'est-à-dire que même si vous avez des enfants à 3-4 ans, les bonnes habitudes, ça commence à partir de l'âge très jeune. Et puis, à partir de 10-11 ans, ben, ça commence à être problématique. Si on commence un petit peu avec les statistiques, si je parle du suicide, parce que je vais vous annoncer un petit peu de ce que je veux parler aujourd'hui. En premier, je vais parler du suicide, un peu les problématiques, les signes, comment prévenir ça, et un peu comme les causes. Et ensuite, je vais parler un petit peu des problématiques de santé mentale et aussi de la toxicomanie. Et tout a un lien avec les notions que j'ai écrites dans mon livre Thérapeutique pour enfants, qui aide aussi, qui peut aider à prévenir ces problématiques-là. Que ce soit la détresse psychologique, le suicide, les maladies mentales, la toxicomanie. Alors, c'est pour ça que c'est un livre thérapeutique. Mais ce livre-là, il est inspiré de la psychologie positive qui met l'accent sur les valeurs, les qualités, tout ce qui est positif dans le fond. Parce qu'on veut aller vers le bien-être. On veut sortir de la détresse pour aller vers le bien-être. Et être son meilleur ami. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Ça va bien? Oui, bonjour. J'en ai raté beaucoup? Non, on vient de commencer. Merci. Alors, comme je vous disais, c'est ça. Je touche un peu à la prévention, suicide. Vous pouvez venir en tout temps. Toxicomanie. Et mon livre thérapeutique pour enfants, peut être une prévention à ces problématiques-là. Donc, de mémoire, mais aussi j'ai quelques statistiques ici. Si on commence avec le suicide, ok? J'ai cherché sur l'Institut national de santé au Québec, INSPQ, aussi des organismes qui s'occupent de la prévention du suicide, qui aident les gens dans la détresse, dans les crises psychologiques. Et donc, quelques statistiques. Là, je m'adresse à un jeune public, à des parents qui ont des jeunes enfants, ok? Mais c'est valable pour tout le monde. C'est pas juste mais c'est sûr que je vais utiliser des fois des mots puis des statistiques qui vont aller plus vers la jeunesse. Qu'est-ce que j'ai ici comme statistique? Bon, premièrement, le suicide, ça peut toucher tous les âges. Hein? En passant, lorsque vous entendez quelqu'un, je sais que c'est pas un sujet le fun, mais il faut le démystifier, il faut se sensibiliser à ça parce qu'il y a de plus en plus, à chaque jour, il y a 3 suicides par jour au Québec. OK? Fait que c'est beaucoup. Et c'est à tout âge. Hein? Il n'y a personne qui peut dire « Ah, ben oui, il est plus vieux, il va pas se
suicider, lui, le plus jeune, il va pas. Non. OK? Fait que c'est pour ça qu'il faut le prévenir. Il faut être à l'affût de ça. Il faut être à l'écoute des gens autour de nous, voir qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils ont des pensées suicidaires? Puis en pensant, on va parler, mais je vous le dis directement. Si vous avez des doutes, as-tu des pensées suicidaires? That's it, that's all. Il ne faut pas aller par quatre chemins, là. Fait que c'est ça. Puis ensuite, bon, vous évaluez ça. En tout cas, on va en reparler. Ça peut arriver à tout âge. Sur le site canadien, français-anglais, 988, ça s'appelle comme ça, 988.ca. C'est un suicide de prévention du suicide. Ben, j'ai eu des statistiques. C'est un suicide, par exemple, ça touche 135 personnes. Une personne, OK? Les proches, ça peut être les collègues, ça peut être à l'école, hein? Mettons que c'est des écoles secondaires, mais il y a 1000 élèves comme il faut, hein? Alors, ça touche vraiment, de près ou de loin, 135 personnes. Ça arrive aux jeunes, comme aux plus âgés, comme j'ai dit. Et donc, à 25 ans, il y a 20% des Canadiens qui vont avoir recours à ça. Comment je peux dire? Qui peuvent décéder par suicide. En passant, dites pas le mot ils vont commettre un suicide parce que c'est comme si ça les rend criminels, mais le suicide est décriminalisé. N'utilisez pas le mot il a commis un suicide, il va commettre ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas un crime, mais c'est ça. La personne est tellement dans le désespoir et l'impuissance qu'il ne voit pas d'autre solution, malheureusement. Fait que j'avais dit à 25 ans et à 20% des Canadiens. Maintenant, pour les jeunes, ça c'est des statistiques de 2016. Entre 10 et 14 ans, 19% des jeunes, OK, qui sont décédés par le suicide. Entre 15 et 19 ans, 29%. Ouf. OK? Et entre 20 et 24, ça baisse un peu, c'est 23%, mais c'est de trop pareil, là. Entre 15 et 34 ans, le suicide est la deuxième cause de décès après les accidents. OK? On parle des statistiques canadiennes. OK? Ça date de 2016. Maintenant, pour le prévenir, il s'agit des personnes qui sont en contact avec les personnes qui ont des pensées suicidaires. On ne va pas dire les personnes suicidaires. Justement, je parle du langage. Il faut avoir un langage qui ne va pas les stigmatiser. C'est une personne suicidaire, c'est un malade mental. Non, il ne faut pas stigmatiser les gens parce qu'ils vont porter cette étiquette-là. Ils vont se conformer à cette étiquette. OK? Donc, c'est très important. Donc, dans la prévention, c'est le langage qu'on utilise. Puis aussi, lui rendre aussi la perception qu'il n'est pas tout seul. Parce que les personnes, ils s'isolent souvent, puis que je suis seul au monde, il n'y a personne qui m'aime, tout ça. Ils ne sont pas tout seuls. OK? Il faut le faire voir un petit peu, ben, telle personne, il parle bien de toi, il est assez proche, et que ce soit la famille, que ce soit les voisins, que ce soit un chauffeur de bus, que ce soit, je ne sais pas, une intervenante dans un centre de jour, ou peu importe. Puis même quand on marche dans la rue, oui, les personnes ne connaissent pas, la vendeuse du dépanneur, ou tout ça. Mais c'est ça, on n'est pas tout seul, hein? C'est des personnes autour de nous, hein? Alors, il faut vraiment leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Puis ceux qui sont un peu plus religieux, ben,
leur dire qu'il y a des anges autour, que Dieu est avec eux, ainsi de suite. Ça dépend des croyances de chacun, hein, parce qu'il faut parler vraiment selon le langage de la personne, ok? Et je vais revenir avec la prévention, parce que je vais parler aussi de ce que les parents peuvent faire. J'en parle tout de suite, dans le fond. Les parents, par exemple, ils doivent vraiment être à l'écoute de leur enfant. Peu importe l'âge. Parce que, même si c'est une personne de 4 ans, il peut avoir une tendance à la dépression, il peut avoir... Alors, il faut vraiment être à l'écoute de ce que l'enfant dit souvent. S'il dit, je suis tanné de la vie, ou des choses comme ça, hein? On entend. Puis des fois, les enfants aujourd'hui, ils ont accès à l'Internet, ils ont accès à des jeux vidéo, ils ont accès à des films qui ne sont pas nécessairement adéquats pour leur âge, des chansons, des rap, des hip-hop, qui suggèrent le suicide. Oui. Il y a des comment ça s'appelle, des chansons rock qui suggèrent ça. Il faut être à l'écoute de votre enfant, savoir qu'est-ce qu'il fait, avec qui il se tient, qu'est-ce qu'il écoute, à quoi il joue, hein, pour savoir que avoir un œil sur lui, puis voir l'évolution, voir qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir évaluer un petit peu son état en tant que parent. Hein? C'est pour ça. Si on a des enfants, on est responsable de nos enfants et alors il faut être à leur écoute, il faut être présent réellement avec nos enfants. En même temps, si l'enfant il te dit quelque chose qui peut paraître grave, il ne faut pas le prendre à la légère ou peut-être que ça va nous faire de quoi à l'intérieur, puis on va dire à l'enfant, c'est comme, t'es fatigué, tu vas aller te coucher, demain tu vas penser autrement. Non. Il faut le prendre au sérieux. Tout le temps, il faut le prendre au sérieux, puis ne pas minimiser ce que l'enfant dit. Hein? Il peut dire plein de choses. Puis des fois, il dit, j'ai vu ça dans un film. Je suis curieux comment ça pourrait être, ou je sais pas quoi. C'est des sujets qui sont un petit peu... ça ne nous tente pas toujours d'en discuter. Hein? Puis peut-être que nous-mêmes, dans notre jardin intérieur, on a des souvenirs, on a des choses qui sont refoulées et que ça ne nous tente pas de toucher à ça. Mais nos enfants, des fois, ils pèsent sur le bon piton. Mais c'est ça, il faut ne pas avoir peur de confronter les dires de nos enfants, puis aussi notre douleur intérieure. Des fois, ça nous confronte avec ce que nous-mêmes, on a comme souffrance. Et donc, c'est ça, il ne faut pas minimiser. Bon, les signes. Comment on sait? Hein? Premièrement, c'est que les jeunes, ils sont quand même irritables. Ils se dévalorisent. Bonjour, vous êtes la bienvenue. Oui, bienvenue. Salut, Ginette. Il n'y a pas de problème. Assois-toi, il n'y a pas de problème, bienvenue. Oui, oui, c'est mon amie Virginia. Allô, Ginette. Vous êtes bienvenue. Je vous dis à les abonnés, là, elle est en direct, vous êtes bienvenus en tout temps. Hein? Vous êtes bienvenus. Donc, je disais les signes. L'humeur, hein? Humeur changeante. Puis des fois, en tant que parent, on parle des signes des jeunes qui peuvent avoir une idée suicidaire. Okay? On a l'impression qu'on marche sous les yeux avec eux. Parce qu'ils sont trop à fleur de peau, puis ils s'énervent vite. Ils nous parlent mal aussi. Ils projettent des choses sur nous. C'est tout le temps la faute à l'autre. Pas tout le temps, mais je vous dis un petit peu des exemples. Et ces personnes-là, ils se dévalorisent. Ils se dévalorisent et vous savez, dans ces contextes-là de suicide,
les émotions les plus, comment je peux dire, les plus souvent rencontrées, c'est l'impuissance et le désespoir. OK? On a l'impression qu'on n'a plus le contrôle sur notre vie et que peu importe ce qu'on fait, ça va aller mal. C'est notre perception. D'accord? Ça, c'est un exemple. Le désespoir, il n'y a plus d'espoir par rapport au projet, plus d'espoir. Ça ne donnera rien de toute façon. Je suis bon à rien, la vie est méchante avec moi, ou je ne suis pas aimée, je suis bon à rien, je suis quelqu'un qui empêche les autres d'être heureux aussi. Des fois, il y a la culpabilité. Oui. Bien souvent, ils vont saboter leur propre... Leur propre réussite. Oui. Hein? Ah, je te l'avais dit, ça ne marcherait pas. Hein? Puis tu sais, nous les parents, on est vraiment épuisés là-dedans parce qu'on essaye de les encourager. Mais là, quand vous arrivez à l'épuisement, s'il vous plaît, puis je ne veux pas que vous arriviez à l'épuisement, allez consulter. Avec l'enfant, bien sûr, mais de part et d'autre aussi, parce que nous aussi, des fois, on a besoin de consulter. Voir un professionnel, soit un médecin, un psychologue, un thérapeute, à l'hôpital même, aller à l'urgence, puis dites à l'infirmière, j'ai des doutes par rapport à mon enfant, puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête. Il a des idées noires un peu. Puis je crains pour lui un peu. Je m'inquiète. Lorsque, j'ai dit tantôt, il faut être à l'écoute des émotions, puis de ce que notre enfant nous dit, tout ça, c'est parce que si on n'est pas à l'écoute de nous-mêmes, on ne peut pas être à l'écoute de l'autre. Et c'est sûr que le parent lui-même, il doit avoir une hygiène saine de vie, au niveau émotionnel, au niveau physique, et être à l'écoute de soi-même à tous les niveaux. C'est pour ça que dans mon livre, je parle des besoins, je parle des émotions, comment les identifier. Si vous voulez le feuilleter, vous pouvez le feuilleter aussi, là. C'est un livre thérapeutique pour enfants. Et donc, je parle de, comme j'ai dit, des émotions, identifier les émotions. Être à l'écoute du côté de nos émotions. Des besoins. Quels sont mes besoins? Puis aussi, dans les besoins, on a aussi s'aimer soi-même. OK? Puis prendre soin de soi. Moi, quand je dis là qu'il faut prendre soin de soi, c'est dans le nécessaire. Parce que si on ne prend pas soin de nous-mêmes en tant que parents, comment on peut prendre soin de nos enfants? Donc, puis c'est à tous les niveaux. Au niveau besoin physique, au niveau besoin émotionnel, se sentir, être bien, tout ça, c'est pas égoïste, c'est nécessaire. OK? C'est nécessaire de prendre soin de soi. Et on transmet cette hygiène à nos enfants. Parce que c'est un mode de vie, puis l'enfant, il va voir que nous, on se respecte en tant que parents. Lui, puis on se valorise, lui, il va se sentir important, il va se respecter, il va apprendre tout ça et il va développer des bonnes habitudes. Alors, c'est sûr, mon livre thérapeutique pour enfants, là, c'est une prévention à plusieurs problématiques, mais aussi, indirectement, les parents, ils vont aussi voir là où il y a des lacunes à leur niveau, puis en même temps, ils vont peut-être se dire, OK, peut-être à ce niveau, je me néglige un peu. Peut-être que je me dédie beaucoup à ma famille, mais je me néglige moi. C'est pas mieux. Puis c'est pas égoïste, je le répète, c'est nécessaire pour notre santé physique et mentale. OK? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out dans la société, parce qu'on ne prend pas le temps de se reposer, on ne prend pas le temps de se faire plaisir, puis on est frustré, puis on est tout le temps
en colère ou frustrés parce que on ne prend pas soin de nous, puis on ne fait pas ce qu'on veut des fois. Ou même, je vous dis là, juste aller aux toilettes, là. On attend jusqu'à la dernière minute. Mais pourquoi? Si on a l'occasion, en autant que possible, si on est au travail, tout ça. Mais même des fois, moi j'ai travaillé à l'urgence. Et je peux vous dire que j'avais un besoin, puis je me disais, là où peut-être que dans 2 minutes, il va y avoir une urgence, puis je pourrais jamais y aller dans une. Des fois, il y avait une urgence, ça passait une demi-heure avant que je puisse faire quoi que ce soit. Fait que c'est important. C'est important, puis comment on peut aider les autres si nous-mêmes, nos besoins ne sont pas satisfaits encore. Si j'ai soif, je bois de l'eau. Tu sais? Fait que, c'est ça. Donc, le parent doit prendre soin de lui-même, puis il va transmettre cela aux enfants, à tous les niveaux. Hein? Fait que ça, c'est la prévention. Hein? Bon. Si je reviens au signe par rapport au suicide, là, il est 7h. 7h30. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 7h30, puis on prendrait peut-être une petite pause 5-10 minutes avant que moi je commence. Là. Bon, je parle encore, je suis encore dans le suicide, malheureusement. Mais c'est ça. On va démystifier ça un peu, là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je passe quand même rapidement. Dans les signes, j'ai dit l'irritabilité, le changement d'humeur et tout. Il y a une des activités qu'on aimait avant. Votre enfant, il aime hockey, tout d'un coup, ça ne me tente plus d'y aller. Il aimait lire, je ne sais pas quelle sorte de roman, mais tout d'un coup, il lit plus. Il s'enferme dans sa chambre. L'isolement aussi, c'est un autre signe. Beaucoup l'isolement. N'hésitez pas de cogner à sa porte. De façon respectueuse, parce que c'est son espace. Hein? De façon respectueuse, de façon bienveillante. Comment ça va? As-tu besoin de quelque chose? Vous jetez un coup d'œil dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous vous intéressez à ces jeux. OK. Et, c'est un peu des fois hypocrite, mais on veut vérifier notre enfant. On veut voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, avec qui il se tient, inviter ses amis, faire une activité, avec qui il se tient, c'est quoi son langage, c'est quoi ses activités, qu'est-ce qui l'inspire, tout ça. Et aussi l'enfant, là, ça ne le dérange pas parce qu'il voit que vous vous intéressez réellement à lui et que vous voulez le comprendre. OK? En tant que parent, grand-parent, ma tante, mon oncle, peu importe, tout le monde est bienvenu, ça prend un village pour éduquer un enfant. OK? Je ne parle pas juste aux parents. Hein? Et je parle pour nous-mêmes, les adultes aussi. Hein? On est des grands enfants, on va dire. On a chacun son enfant intérieur à la fin. Belles activités, puis je mets des lunettes. Baisse d'appétit, ils mangent moins. Mais des fois, certains médicaments, ils ont ça comme effet secondaire, comme le Ritalin. Je ne sais pas si ça existe encore pour ceux qui ont le TDAH. Mais ça fait baisser l'appétit des fois. Moi, je ne suis pas médecin, mais je sais, j'ai travaillé avec des enfants, puis je sais que quand ils prenaient ça, mais ils n'avaient pas faim. Mais c'est ça, ça fait partie, avec ou sans médicaments, ça fait partie quand même des signes. Baisse d'appétit. Le sommeil, ils peuvent dormir plus ou moins. OK? Ça peut aller plus que la normale, plus que d'habitude, comme ils faisaient avant, ou moins, beaucoup moins. Puis tout ce que je dis jusqu'à maintenant, ça s'apparente aux symptômes de la dépression. C'est ça, c'est les signes de la dépression aussi. Maintenant, ceux qui ont déjà des plans, ils vont distribuer leurs biens. J'ai plus besoin de ça. Mais là, franchement, c'est ton jeu préféré. Je ne sais pas quoi, là. Même les personnes adultes, hein, on sait quand ils ont déjà des plans précis, ben, ils distribuent leurs biens, ils n'ont plus besoin de ça, ils donnent de l'argent, puis ils s'en débarrassent parce qu'ils savent qu'ils vont partir dans pas long. Eux autres, ils ont leur plan. Et augmentation substance.
des substances, l'alcool, les drogues, c'est... Ouais. Je peux vous dire aussi que à peu près 50% des personnes qui ont des problèmes de toxicomanie vont développer un problème de santé mentale. Ils vont avoir un dossier, un diagnostic de santé mentale. Excuse-moi. Oui. Est-ce que c'est la santé mentale, la difficulté avec la santé mentale qui génère l'alcoolisme ou l'inverse? Ou les deux? Ça marche dans quel sens? Ça peut être les deux. Vous pouvez répéter sa question? Alors, la question, c'est est-ce que c'est le poule ou l'œuf? Oui. Est-ce que c'est la santé mentale, la Ah, dépression? j'ai la réponse, moi. Est-ce que c'est la dépression qui influence l'alcoolisme ou est-ce Oui. que c'est l'alcoolisme qui influence? Je pense que j'ai la réponse. Écoutez, Moi, j'ai oui, des perceptions, mais je n'ai pas de scientifique de ça. OK. En fait, les gens qui consomment beaucoup, c'est un manque de dopamine dans le système. Ils ont fait une étude, Rat City, vous pouvez aller voir ça sur Google. C'est des rats qu'on leur donnait des substances. Et ces rats-là, ils étaient tout seuls. Et le rat, quand il était tout seul, il prenait des substances pour justement se sentir mieux vu qu'il était isolé. Alors, on a mis des rats dans un endroit qu'on appelle Ratville ou Rat City, peu importe. Et dans Rat City, bon, il y avait les mâles et les femelles avaient accès à des partenaires avec qui ils pouvaient se reproduire. Il y avait accès à plusieurs choses. Vous pouvez aller voir ça sur Google. Et les rats allaient boire juste de l'eau, allaient boire de l'eau sans substance quand ils avaient accès à des partenaires sexuels potentiels, quand ils avaient accès à d'autres choses. Alors, c'est ça. C'est le manque de sérotonine dans le cerveau qui fait en sorte que les gens consomment plus, de dopamine, mais de sérotonine. De dopamine, oui. Ben, dans le fond, c'est les hormones du bonheur. Dose, dopamine, oxytocine qui est l'hormone d'attachement, endorphine, sérotonine. Mais c'est plus la dopamine, le premier dose, qui est le plus important, le D. Alors, j'ai pas la science infuse, là, mais... chimique un peu de notre biologie. Oui. C'est une des explications, effectivement. Il y a aussi la transmission d'un mode de vie. Si le parent, ça je parle pour la dépression, si le parent a des propos dénigrants, dévalorisants, l'enfant va les intégrer dans son système et il va se répéter la même chose. Je suis bon à rien, je sais pas quoi, tout ça. Pour revenir à la question, est-ce que c'est la dépression qui influence? Ça peut être l'explication chimique, mais je peux vous dire, beaucoup de personnes qui prennent l'alcool, qui prennent des substances, vont avoir des problèmes de santé mentale, que ce soit la dépression, l'anxiété. Je ne parle pas de diagnostic, mais des symptômes qui vont mener au diagnostic. Mais moi, vu que je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin, je suis pas psychologue, je ne veux pas trop parler des diagnostics. Hein? Mais je parle des statistiques. Il y a beaucoup de chances qu'une personne, par rapport au suicide, une personne qui se suicide, qu'elle soit aussi sous l'effet de substances. Oui. Hein? On sait, hein? Dernièrement, c'est ça, on a entendu parler de quelqu'un qui s'est suicidé, tout ça, puis il y avait beaucoup de bouteilles dans son appartement, et tout. Bouteilles vides d'alcool fort. Bon, j'ai eu une formation à un moment donné par rapport au deuil des enfants qui ont eu des parents qui se sont suicidés. OK? Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Pour que l'enfant puisse faire bien son deuil, les proches ne doivent pas cacher la vérité. Pourquoi? Parce que sinon, l'enfant, il va s'imaginer plus. Mais tu parles de quoi, là? La vérité de quoi? Là, Mettons qu'on a trouvé un des parents
qui s'est suicidé. Et ensuite, l'enfant, il va savoir, il va aller à l'enterrement, il va savoir qu'il s'est passé de quoi. Puis beaucoup d'adultes autour de l'enfant, ils veulent mettre des gants blancs, tout ça. Mais la meilleure des choses, c'est d'aller, de dire la vérité, mais dans des mots simples, pas trop compliqués, puis répondre aux questions de l'enfant de façon sincère. OK? Les enfants ne sont pas cons. OK? Sinon, le deuil ne va pas se faire correctement, puis lui, il va s'imaginer, lui ou elle, il va s'imaginer beaucoup plus de choses atroces dans sa tête, il va se faire un scénario, qui sert à, dans le fond, que ça va empirer sa situation. Et donc, et c'est important que l'enfant assiste à l'enterrement pour faire son deuil. Hein? Fait que ça, c'est une petite parenthèse. Mon Dieu. OK. Les causes. Les causes de suicide. Santé mentale ou dépendance. Première. Perte importante. Soit un décès de l'être très cher, soit un perte d'emploi, soit la maison qui a brûlé, ou je ne sais pas quoi. Là, ça peut être une perte très importante. Significative dans sa vie. Qui prenait beaucoup de place. Hein? Antécédents familiaux de suicide. Quelqu'un dans sa famille qui s'est suicidé. Maladie physique grave. Ils sont des personnes qui sont très, très souffrantes. Ils n'en peuvent plus. La personne a déjà fait une tentative de suicide. Ou les enfants, ils ont tendance à se mutiler. Hein? Prenez ça au sérieux. Ils vont se faire mal. OK? Impulsivité. Hein? Et puis, manque de soutien de la famille. L'enfant doit se sentir soutenu par la famille. Quand il vient à la maison, c'est comme son nid de protection, de bien-être, de sécurité. Et ça lui fait du bien. S'il n'a pas où aller, ben, il va aller ailleurs, puis il ne va pas trouver les meilleures influences. Okay? Donc, le soutenir, l'encourager, le valoriser, il est important pour nous. Écoute, il n'y a personne qui est parfait. Il faut souligner des choses à améliorer, mais l'encourager, se sentir soutenu, se sentir valorisé, important. Je l'ai écrit dans mon livre, l'enfant, il va affirmer qu'il est important pour lui, pour sa famille. Oui. On parle de soutien. Oui. Moi, je vais aller dans le cas d'une famille dysfonctionnelle où l'enfant est avec. Comment est-ce que peut-être que l'enseignant se rend compte de quelque chose, un ami de la famille, un voisin, son petit ami à lui, oui. De quelle façon eux peuvent intervenir ou soutenir, surtout dans une famille dysfonctionnelle où on sait qu'un enfant n'aura jamais le support de sa famille. Ouais. Ça, c'est des cas beaucoup plus difficiles. Comment est-ce que, de l'extérieur, comment est-ce qu'on peut pas intervenir directement avec le parent? On peut se faire mettre dehors, puis on dit, c'est pas tes affaires. Puis quand vous dites famille dysfonctionnelle, c'est-tu parce qu'ils consomment? Oui, ça peut être n'importe quoi. Divorce, la violence, la violence. L'alcool, peu importe. On sait que c'est ça. dysfonctionnel. On sait que les enfants ne sont pas soutenus, on le voit. Les gens de l'extérieur, comment ils peuvent, eux... Oui. Écoutez, c'est très délicat. Alors, la question, c'est comment on peut aider un enfant qui vit dans une famille dysfonctionnelle, on sait qu'il n'est pas soutenu par la famille. Ça arrive très souvent. Parce que de plus en plus... Puis là, je ne veux pas rentrer dans la DPJ non plus. Oui, je comprends. Avant de faire ça, d'entrer dans les signalements et tout ça, on peut aussi approcher l'enfant. S'il joue dans la cour, s'il est dans le parc, parler avec lui, puis lui poser des questions, comment vas-tu, nanana. Mais n'hésitez pas d'approcher les parents aussi. Hein? OK?
Puis peut-être leur dire, leur offrir votre soutien. OK? Et des fois, l'accompagner vers un professionnel. OK? Mais si les parents ne sont pas d'accord, faut que ce soit l'accord de l'enfant. À partir de 14 ans, ils peuvent consulter tout seuls. Ouais. Puis là, on peut leur dire, écoutez, tu sais, hein, vous leur donnez des références. Mais s'ils sont à bas âge, c'est ça. Mais vous évaluez le risque, parce que s'il n'y a pas de risque de suicide, je veux dire, on parle de ça maintenant. Maintenant, est-ce qu'il y a un cas d'abus? Ben oui, les cas d'abus, on sait que c'est ça, il faut les signaler. Puis, tu sais, malheureusement, c'est ça. Puis des fois, c'est pas mieux dans les familles d'accueil que la DPJ, ils abusent plus, tu sais. On n'est pas... Mais normalement, dans les écoles, il n'y a pas des aides comme des travailleurs sociaux ou quelque chose auquel ils peuvent parler des psychologues dans les écoles. Bien sûr. Donc, si vous savez à quelle école il va, vous pouvez aller parler avec la directrice, lui dire, écoutez, il y a ça. Puis, est-ce qu'il peut avoir un soutien à l'école? Souvent, c'est des signalements. Malheureusement. Ouais. J'espère que ça va bien dans la vie après, les parents, les enfants, tout ça. Mais oui, il y a eu des cas d'abus de toutes sortes, même dans les institutions. Je suis désolée de vous dire ça. Mais c'est ça, il faut chercher de l'aide. Pareil, il ne faut pas rester dans son coin, parce que s'il arrive de quoi, on va se sentir mal après. Hein. Fait que, aller chercher de l'aide, puis encore une fois, prendre contact avec le soi, puis dire, OK, qu'est-ce que je pense, ça serait peut-être la meilleure des choses, ou parler, prendre un rendez-vous avec un professionnel, puis dire, moi je m'inquiète par rapport à un enfant, nanana, puis dire la situation, qu'est-ce que vous me suggérez de faire, c'est quoi les organismes, c'est quoi les références que vous me donnez, OK? Restez pas dans votre coin, parlez-en à des amis, parlez-en dans la famille, parlez-en à un professionnel, il faut en parler, hein? Oui. Je voulais demander, je sais que j'ai entendu qu'il y a des numéros de téléphone aussi pour les 1-800 suicides, où il y a des numéros qui peuvent appeler anonymement sans qu'ils se mettent une étiquette comme quoi eux c'est une personne suicidaire. Excusez. Ouais, je sais. Bien sûr. Puis c'est un très bon point. Moi, j'ai déjà fait ça quand je travaillais dans les écoles, au service de psychologie. J'avais des enfants suicidaires, j'ai capoté parce que j'étais au début de ma carrière, puis c'était le point le plus stressant pour moi. Alors, dans mon bureau, il y avait le jeune, puis j'étais au téléphone avec Faubourg, ou avec, le plus souvent c'était le Faubourg dans les Laurentides, puis je leur disais qu'est-ce qu'il y avait, puis ils parlaient avec l'enfant, puis ils semaient de doutes, puis ils posaient des questions, puis tout ça. Donc, moi j'ai appelé, j'ai dit, écoutez, c'est ma limite. Je suis une professionnelle, mais pour l'instant, je ne suis pas à l'aise avec ça. Pouvez-vous m'aider? Avec le temps, on devient un peu plus expérimenté. Désolée, j'ai encore une autre question. C'était quoi ton travail? C'était quoi que tu faisais à l'école? J'étais conseillère en rééducation au service de psychologie dans une commission scolaire. Et j'ai fait ça dans les écoles primaires et aussi les écoles secondaires de la région. J'ai travaillé aussi comme intervenante en santé mentale, thérapeute en relation d'aide. C'est ça, donc, à l'hôpital, j'ai travaillé aussi dans la section de psychiatrie. C'est ça, donc, plusieurs. Et dans l'éducation, j'ai porté plusieurs chapeaux. Éducatrice spécialisée, suppléante, enseignement primaire, secondaire, les classes spécialisées. Oui. Oui, ma question c'était par rapport à ce qui a été évoqué au sujet de la DPJ. Oui. Moi, je ne connais pas les histoires avec la DPJ, je ne suis pas suffisamment, mais la DPJ, est-ce qu'on doit s'en méfier ou est-ce qu'on peut faire confiance qu'ils vont avoir suffisamment Allez avec de votre jugement? ressenti. Votre ressenti, je ne donne pas de réponse à ça. Vous voulez pas Ok. Je connais des super intervenantes. Il y en a un qui est mon ami depuis de longue date. Hein?
Mais c'est ça, il y en a de toutes sortes, puis j'ai Ouais. entendu des histoires Ouais. de toutes sortes. Oui, effectivement, je Fait que, confirme. moi, je vous dirais, allez avec votre discernement, mais c'est ça. Puis il y a plein d'autres. Tu sais, il y a l'école, il y a l'hôpital. Et c'est quoi les risques? C'est quoi, dans le meilleur des cas, il se passe quoi avec la DPJ? Dans le pire des cas, qu'est-ce qui est arrivé déjà? C'est qu'ils peuvent enlever l'enfant, puis qu'il peut se retrouver dans des familles d'accueil qui peuvent elles-mêmes, des fois. Il y a eu Oui. des trafics sexuels aussi Oh, avec les Il y en a de toutes sortes. Mais je ne vais pas vous faire peur, puis allez avec votre discernement. Ça, j'ai entendu. Oui, je vais vous conter des histoires tantôt. Il y a des psychologues, il y a des docteurs, il y a plein Je connais de l'avocat professionnels. qui représente les enfants à la DPJ. Puis il disait que mais souvent les problèmes d'abus sexuels, c'est le manque de ressources, mais le manque de personnel, le manque d'intervenants. Mhm. Puis lui il m'expliquait que c'est dommage, mais il y a des intervenants qui ont 21 ans Oui. et qui composent avec des jeunes de 17 ans. Trop jeune. Et puis que l'intervenant de 21 ans tombait en amour avec le jeune de 17 ans. Oui, ça l'arrive. C'est un manque d'expérience. Oui. J'ai Puis, déjà parce connu qu'ils n'ont pas assez de des cas ressources. comme ça, oui. Ils n'ont pas assez de ressources. Oui. Alors, les jeunes qui sortent de l'école, qui Ouais. sont trop jeunes pour composer avec ce genre Mais ils Mais les avec choisissent des aussi, enseignants hein. qui tombent en amour Ils les avec choisissent, hein, parce que moi, quand j'étais dans ma jeune vingtaine, j'ai appliqué pour travailler à la DPJ et je me suis fait dire que j'étais trop straight s'ils savaient mon histoire. Oui, mais Ah, ça je- change beaucoup depuis, là. Tu sais, t'es dans la cinquantaine, mais aujourd'hui, la DPJ a des sérieux problèmes de personnel, de ressources. On manque de personnel, on manque de compétences. Ça, c'est dans l'abus, mais on ne dit pas que l'abus était entre un 21 et 17 ans ou 16 ans. On s'imagine tout le temps que c'est un 8-40 ans, mais bien souvent, c'est pas ça. Ça arrive. Ah oui, ça arrive. Ouais, ben même moi, quand j'étais dans la jeune vingtaine, je dirais pas ce que j'étais, mais il y avait un jeune homme de 6 pieds, 2, Aussi, écoutez, il avait 16 ans, puis moi, j'étais dans la jeune vingtaine, puis il me flirtait, puis en tout cas, il s'est pas passé rien avec lui, là, je dirais pas ce que j'étais, là, mais en tout cas, c'est intense, ils sont intenses, puis je suis sûre que ces jeunes hommes-là, ils doivent en avoir qui abusent des intervenantes, je suis Ouais, ça arrive persuadée, dans- moi. Ça, c'est l'éthique que la sélection est professionnelle. très mal faite. Oui. Il y a des psychiatres qui peuvent abuser de leurs patients. Il y a... Ah oui. Ça peut arriver dans tous les domaines. Il y a des intervenantes en santé mentale, j'en connais. Qui ont touché avec des patients avec des problèmes de santé mentale. Écoutez, ça arrive, c'est l'éthique professionnelle. Ça tombe dans la déontologie de la profession. Mhm. C'est sûr que... Hein? Mais allez avec votre discernement. Mhm. Ça vous dit dans votre cœur. Là, merci. Le cœur de ce livre, c'est l'exercice que je penserais pas que j'ai le temps de vous le faire, mais c'est... Puis je vais vous le dire rapidement. Oh non, mais tu peux le faire, l'exercice, Virginia, c'est pas grave, le c'est voyage important. intérieur. Oui, on peut le faire. On peut le faire? Oui, oui, on a le Est-ce temps. qu'on va le faire tout de suite? Mettez-vous Oui. en position confortable, s'il vous plaît. Et je vais vous lire carrément qu'est-ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que le parent va lire à son enfant pour faire cet exercice? Pour prendre contact avec le plus profond de soi-même qui donne un sens à sa vie. Le soi-même, nous-mêmes, ok? Il y a une partie très profonde à l'intérieur de nous qui est pure, à qui on peut demander des questions, et c'est la partie la plus intelligente de nous-mêmes. Prenez contact avec cette partie-là. L'enfant doit être encouragé à prendre contact avec soi-même pour retrouver le sens à sa vie. Parce que sinon, il va être perdu, puis nous-mêmes, on va être perdus. Le sens à la vie n'est pas dans la tête parce que la tête est comme un hamster qui roule beaucoup. Et c'est pas lui le boss. C'est très important ce que je dis. C'est pas la tête qui est le boss, c'est le cœur. OK? Il y a beaucoup qui vont dire mais là, le cœur, les sentiments. Non. Prenons ça au sérieux. OK, mettez-vous dans une position confortable. On va faire l'exercice qui s'appelle Voyage intérieur. Alors, c'est écrit, pendant que je ferme les yeux, mes parents lisent ceci pour moi. Prends plusieurs grandes respirations. Vous pouvez fermer les yeux aussi.
Imagine un grand soleil lumineux, bienveillant au-dessus de ta tête, qui envoie ses rayons partout dans ton corps, en commençant par le haut de la tête. Imagine ton corps lumineux. Ensuite, les rayons de ton soleil sortent par la plante des pieds et vont jusqu'au centre de la terre qui est heureuse de les accueillir. La terre les reçoit avec joie, bienveillance, amour, et à son tour, elle envoie ses rayons qui montent par la plante des pieds et se répandent partout dans ton corps, tout en nourrissant le corps. Les rayons de la terre veulent aussi rejoindre le grand soleil au-dessus de ta tête. Alors, les rayons de la terre sortent par le haut de la tête pour rejoindre le soleil qui est heureux de les accueillir. Ainsi, imagine que ton soleil envoie ses rayons dans ton corps de haut en bas jusqu'au centre de la terre. La terre envoie ses rayons de bas en haut par la plante de tes pieds, remplit ton corps de lumière et rejoint le grand soleil par le haut de la tête. Maintenant, tu penses à ton cœur. Tu vois une porte qui s'ouvre. C'est la porte de ton jardin. C'est juste toi qui peux l'ouvrir. Tu entres, tu regardes ce beau jardin. C'est ton jardin, c'est ton royaume. Au loin, tu aperçois une belle lumière. Plus la lumière approche, plus elle devient une silhouette. Ensuite, un être vivant qui te ressemble, te connaît et t'aime beaucoup. C'est la partie la plus profonde de toi-même. C'est la force de vie en toi. Cet être te donne un grand câlin et son cœur devient ton cœur. Cet être est très content de te voir et dit qu'il t'aime beaucoup et qu'il est toujours avec toi et il ne t'abandonne jamais. Il t'invite à venir le rencontrer dans ton jardin quand tu veux. Cet être dit que sa voix est ton intuition, c'est la voix de ton cœur, celle qui donne un sens à ta vie. C'est ton guide qui veut que tu sois bien, qui veut que tu sois heureux ou heureuse. C'est à toi de choisir si tu veux l'écouter ou pas. Tu peux aussi parler avec cet être. Dis-lui ce que tu veux. Ensuite, il te dit à bientôt. Tu peux revenir quand tu veux. L'être s'éloigne tranquillement et disparaît. Tu te diriges vers la porte de sortie de ton jardin. Tu fermes la porte doucement. Pensez à respirer. Pense à ton corps. Tu peux bouger tes mains et tes jambes. Tu peux ouvrir les yeux. J'ai passé un peu vite et j'ai parlé fort. C'est sûr que ça prend une belle petite musique. C'est un exercice de relaxation et d'imagination qui est très puissant. On prend le contact avec nous-mêmes. Vous pouvez le faire à tous les jours. En tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que grand-parent, en tant qu'être humain sur la Terre. Une chose importante, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous sommes les rois et les reines de notre vie. Et notre jardin intérieur est notre royaume. Prenons-en soin. OK? Je me souviens de qui je suis. Hein? Je suis qui je suis le roi ou la reine de ma vie. Alors, soyons responsables de notre vie, prenons-en soin, c'est très, très important. Pour les parents, pour les enfants. J'appelle les enfants les princes de leur vie, et les parents, en attendant qu'ils grandissent, ils sont encore les rois et les reines de la vie de l'enfant. Mais sachez une chose, ils ne sont pas les experts de la vie de leurs enfants. C'est juste l'enfant qui sait c'est quoi sa mission sur la terre. Mm-hmm. Les parents sont les experts de leur propre vie. Et il n'y a personne d'autre qui est l'expert à leur place. Alors, utilisez le discernement. En tant qu'expert de ma vie, c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais pour ma vie dans mon meilleur intérêt. On peut écouter les experts, on peut écouter dans d'autres domaines, je ne sais pas moi, en psychologie, en justice,
des pharmaciens, peu importe, des experts. Mais c'est des experts dans leur domaine. Ils ne seront jamais l'expert de ma vie. Alors, c'est moi qui, en dernier, je prends la décision qui est la meilleure pour moi, que je crois Exactement. dans mon meilleur intérêt. OK? Oui. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée et j'invite mon amie Edith. Oui, c'est ça, on va prendre une petite pause. En relation Oui. tête, tantôt, on va Oui. prendre une petite pause. Oui, Et elle va vous parler de l'estime de soi. Oui. Hein, ça. exactement. On va vous revenir tantôt. On va prendre une Oui. pause. Je vais parler de l'estime de soi. Alors, vous pouvez regarder en différé. Alors, bravo Virginia. Merci beaucoup. Oui, bravo. Ça peut aider, pourquoi pas. À tantôt. Vous pouvez regarder en différé à plus tard. Namasté, paix, amour. Bonjour tout le monde. Bonjour ma belle Michel, Gloriane. On avait du super beau monde. Sonia, Ati. Alors, vous pouvez écouter Virginia en différé. Je vous reviens tantôt. Ah, ben, je les salue, tout le monde. Merci, merci. Merci, bye. Bye bye. On avait du beau monde qui regardait. Ah, Vraiment, là, oui, la crème de la crème.